réalisation de forages pour l'alimentation en eau dans des localités de l'Alibori, du Borgou et du Mono. Les travaux à exécuter concernent 38 forages d'exploitation et 3 piézomètres au profit des systèmes d'alimentation en eau potable des villes de Banikoara, Bembereke et Lokossa. Au regard de l'importance de ces infrastructures pour la disponibilité de l'eau au profit des populations de ces localités, le Conseil a autorisé la contractualisation avec une entreprise expérimentée et instruit le ministre de l'Énergie, de l'Eau et des Mines de veiller à la réalisation des ouvrages dans les délais contractuels. Mesures disciplinaires à l'encontre des prestataires géomètres et urbanistes défaillants dans le cadre de l'assainissement, l'achèvement et la clôture des opérations de lotissement et de remembrement foncier urbain en cours sur l'ensemble du territoire national. Lors de sa séance du 22 novembre 2022, le Conseil des ministres avait examiné, relativement à ce sujet, le compte-rendu des travaux du comité interministériel ad hoc mis sur pied. À l'occasion, il avait été décidé, entre autres, de constituer un pôle d'experts chargé de revisiter les lotissements, remembrements proposés à l'annulation et faire prendre les dispositions appropriées. Mettre en place un mécanisme de financement des lotissements, remembrements urbains impliquant les banques, les communes et l'État. Faciliter pour toutes les communes, à l'instar des plans de développement communaux, l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement communaux et des plans directeurs d'urbanisme pour leurs zones agglomérées. Faire examiner, avec toutes les diligences requises par les juridictions compétentes, les litiges fonciers pouvant entraver l'achèvement et la clôture des opérations. Engager des poursuites contre les auteurs des malversations révélées par les travaux du pôle d'experts. La mise en œuvre efficace de ces mesures nécessite que chaque commune détienne toute la documentation liée aux opérations de lotissement-remembrement non transmises initialement par les experts géomètres et urbanistes. À cet effet, les diligences ont été entreprises par le ministère en charge du cadre de vie. Mais malgré les appels lancés et réitérés à l'endroit de ceux-ci pendant plusieurs mois, certains d'entre eux n'ont toujours pas cru devoir remettre les dits documents. De ce fait, cette situation compromet la poursuite des travaux des pôles d'experts et l'exécution des opérations qui doivent être soit clôturées, soit poursuivies et achevées. Prenant acte de ce compte-rendu, le Conseil a instruit le ministre du Cadre de vie à l'effet de solliciter auprès des différents ordres professionnels concernés des sanctions à l'encontre de leurs membres fautifs pour manquement grave à leurs obligations. Dans la même logique, leur participation au marché public d'aménagement foncier, notamment les lotissements et ou les remembrements urbains, est suspendue jusqu'à nouvel ordre. Un accent sera mis sur la vaccination, sur les 2 grandes maladies qui déciment les élevages. Si nous jouons avec aussi les producteurs et que nous pouvons améliorer l'habitat, ça va être encore un plus. Nous avons déjà demandé à ce qu'à partir du 31 décembre 2024, on suspende les importations d'œufs et de volailles congelées. Sommes-nous capables de le faire? Oui. Yes, we can. Yes, we can. Pourquoi? Parce que beaucoup ont fermé leurs élevages parce que le marché local est concurrencé. Il y a des dompés, il y a des produits qui importent. Nous allons fermer progressivement les vannes de l'importation de produits carnés et surtout de volailles congelées, pour donner le signal fort à nos compatriotes de remettre encore en chantier leur élevage et de nous aider à produire ce que nous mangeons et à manger ce que nous produisons. L'interdiction de l'importation des volailles a été salutaire pour nous et déjà nous sommes dedans. Ça nous permet quand même d'agrandir, de faire beaucoup d'élevage de poulets sur place et c'est ce que vous voyez déjà. Nous avons déjà des coquelicots qui évoluent. Donc nous allons essayer de mettre ça facilement sur le marché. Ça facilite aussi les ventes sur le marché.
Donc c'est une bonne décision que nous avons prise, c'est salutaire, ça facilite au niveau de la commercialisation. Sinon nous faisons ces poulets pour la commercialisation, c'est difficile par rapport à l'importation. Mais cette décision nous permet maintenant de mettre sur le marché facilement nos productions. Déjà le marché est là et l'interdiction est venue maintenant accomplir ce marché qui va pouvoir booster la consommation locale et on n'aura plus de concurrence sur le terrain. C'est-à-dire tout ce que nous produisons, nous allons transformer pour mettre directement à la consommation et nous n'allons plus avoir des volailles qui vont traîner sur les mains et qui ne vont pas être vendues sur place. L'esprit de la sédentarisation, c'est de faire en sorte qu'on réduise la mobilité des troupeaux, que l'on gagne en compétitivité en termes de lait et de viande au niveau de l'éleveur et que surtout on élimine les conflits entre agriculteurs et éleveurs. Aujourd'hui, nous avons une amélioration du taux de couverture vaccinale essentiellement chez les bovins. Ainsi, nous sommes passés de 40 à 60% de taux de couverture en ce qui concerne les maladies essentiellement rencontrées chez les bovins. J'ai nommé la pastorellose, mais également la péripneumonie contagieuse bovine. Les actions de santé animale ont concerné également les laboratoires vétérinaires qui ont été renforcés pour favoriser le diagnostic des maladies animales. Dans cette modernisation de l'agriculture, nous venons de parler du premier intrant qu'est la semence. Mais les autres intrants, à savoir l'engrais, les pesticides, les appareils de traitement et autres, sont importants. Et justement, après les divers chocs et la guerre ukraino-russe qui continue à ce jour, il y a lieu de s'inquiéter sur à quel prix les paysans vont avoir l'engrais surtout. L'État doit se battre. Les paysans, eux aussi, doivent contribuer. Les acteurs, tout le monde doit pouvoir contribuer à la cagnotte publique pour baisser le prix des intrants et permettre à son accès économique et son accès physique à tous les paysans. Au nom de toute l'ambassade, je tiens à féliciter l'achèvement dans les délais des travaux de construction de la construction principale offshore du projet PEMB, Pipeline Exploitation Niger-Bénin. J'ai encore une image vivante le 20 mai 2021 où le lancement officiel des travaux section Bénin de Pipeline d'exploitation a eu lieu à Sémé, même endroit qu'aujourd'hui, et depuis 24 mois se sont écoulés, le projet se construit à son plein régime. Le challenge était grand et exaltant, à la hauteur donc de l'immensité que représente ce projet. Celui de construire le pipeline le plus long en Afrique, soit 1950 km, du désert magnifique d'Étal au Niger à la charmante côte maritime qui nous accueille aujourd'hui de Sémé. Monsieur le ministre, c'était un grand challenge, disais-je, mais nous étions très confiants, tellement il était soutenu par des engagements forts sur une coopération exemplaire qui a vu des États frères, le Niger et le Bénin, conjuguer des efforts inestimables pour bâtir l'un des projets les plus intégrateurs et les plus structurants sur le continent africain. Donc être fiers de tout ce que nous avons accompli ensemble et nous espérons nous réunir ici dans quelques mois pour célébrer l'arrivée du premier baril de pétrole brut dans les réservoirs de stockage situés derrière nous, marquant ainsi le début de l'exportation de pétrole d'exploitation Niger-Bénin. Il est essentiel de rappeler que ce projet constitue le plus gros investissement privé jamais réalisé dans l'histoire de notre pays depuis les années 60. Il témoigne également de la volonté du gouvernement, du président Patrice Talon, de promouvoir une coopération internationale active au service du développement économique, un défi majeur pour notre nation. La fierté est colossale. J'ai
Karim Benzema s'est officiellement engagé avec le champion d'Arabie Saoudite Al Ittihad. Le franco-algérien Ballon d'Or 2022 a signé un contrat de 3 ans et touchera plus de 50 millions de dollars par saison. Mardi, il a reçu un dernier hommage du Real Madrid, club dont il portait les couleurs depuis 14 ans, avec qui il aura remporté 25 trophées, dont 5 Ligues des Champions. J'avais un rêve en tête, c'était de signer au Real Madrid et de finir ma carrière au Real. Mais parfois, la vie te donne d'autres opportunités. Le Real restera toujours ma famille. Aujourd'hui, c'est le moment de m'en aller, de voir autre chose, mais ce que j'ai fait ici restera toujours le plus important pour moi. Comme je l'ai déjà dit, je voulais vivre tout ça depuis tout petit, et comme je l'ai dit le premier jour ici, et je vais le redire aujourd'hui, 1, 2, 3, à la Madrid. 1, 2, 3, à la Madrid, le voy a decir otra vez, 1, 2, 3, à la Madrid. En Arabie Saoudite, Benzema retrouvera Cristiano Ronaldo qui porte les couleurs du rival Al Nasser depuis 6 mois. Il formera une paire d'attaquants redoutables avec le Marocain Abderrazak Abdallah, meilleur buteur du dernier championnat, et sera dirigé par l'entraîneur portugais Nuno Espirito Santo, originaire de Sao Tomé et Principe. Al Ittihad, champion pour la 9e fois de son histoire, pourrait bientôt accueillir d'autres top joueurs comme N'Golo Kanté, le milieu franco-malien de Chelsea. Les Nations Unies célèbrent ce jeudi la Journée mondiale des océans alors que des efforts sont déployés pour élaborer le premier traité international juridiquement contraignant sur la pollution plastique, y compris dans l'environnement marin. Selon la professeure de politique de conservation marine Lucy Woodall, le réchauffement climatique est également une grande menace pour l'écosystème marin. Nous constatons des impacts dans le monde entier et de manière disproportionnée dans les pays qui n'ont pas été les principaux émetteurs de gaz à effet de serre. Mais parallèlement, nous constatons les effets locaux de la pêche. Il peut s'agir de pêcheries non déclarées, non réglementées ou mal réglementées, qui ont un impact direct sur l'océan. Et ce que nous savons, c'est que lorsque ces pressions multiples se superposent, ils ont un impact massif sur l'océan, sur son fonctionnement et sur les avantages qu'ils nous procurent à nous et à l'ensemble de la planète. La température moyenne à la surface des océans aurait augmenté d'environ 0,13 degrés par décennie au cours des 100 dernières années. Par ailleurs, les contributions pour limiter le réchauffement climatique depuis les accords de Paris sur le climat restent insuffisantes. Il y a 2 choses vraiment importantes que nous pouvons faire pour aider et la première est de réduire les émissions de CO2 à l'échelle mondiale. Nous devons le faire immédiatement. La Journée mondiale des océans devrait être l'occasion pour les nations de travailler ensemble pour apporter des solutions viables aux échelles nationales et internationales afin de pallier les dégâts de la crise climatique. La semaine dernière, un projet de traité visant à mettre fin à la pollution plastique a été convenu. Par rapport à la Journée mondiale des océans, nous avons tous notre propre interprétation du thème « Les marées changent ». Pour moi, il s'agit de passer du problème à la solution. C'est beaucoup plus stimulant. C'est quelque chose que nous pouvons faire ensemble en tant que société mondiale. Lundi, la Côte d'Ivoire accueillait la Journée mondiale de l'environnement axée sur les solutions à la pollution plastique. Entre inondations et sécheresse historique, l'Afrique est le continent qui pâtit le plus des aléas climatiques alors que sa part dans les émissions mondiales de CO2 est la plus faible. Le gouvernement sénégalais a annoncé mardi la fermeture provisoire de ses consulats généraux à l'étranger à la suite d'attaques contre un certain nombre d'entre eux sur fond de vives tensions sur le territoire national. Cette mesure conservatrice intervient après une série d'agressions récemment perpétrées contre les consulats de Paris, Bordeaux, Milan et New York, selon un communiqué du ministère des Affaires étrangères sénégalais. La décision prive des centaines de milliers de Sénégalais de la diaspora des services consulaires comme l'assistance ou la délivrance de passeports. Le Sénégal a connu entre le 1er et le 3 juin l'une de ses pires périodes d'instabilité suite à la condamnation à 2 ans de prison ferme de l'opposant Ousmane Sonko pour corruption de la jeunesse, le rendant inéligible à la présidentielle de 2024. Ousmane Sonko ne cesse de crier au complot du pouvoir pour l'écarter de l'élection, ce que le pouvoir réfute fortement.
Aucune date n'a été annoncée pour la réouverture des consulats. Selon le communiqué du ministère des Affaires étrangères, ils rouvriront quand les conditions matérielles et sécuritaires le permettront. Un haut fonctionnaire de l'ONU demande une sortie responsable des casques bleus de la République démocratique du Congo. Mercredi à Kinshasa, la capitale, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général des Nations Unies pour les opérations de paix, a répondu à la demande des autorités congolaises et a déclaré que la MONUSCO devrait se retirer du pays déchiré par les conflits aussi rapidement que possible. Nous allons poursuivre évidemment ce travail et en même temps travailler avec les autorités congolaises pour que, je l'ai dit, le processus de montée en puissance de l'État congolais nous permette, nous, de diminuer graduellement cette présence de la MONUSCO, mais le faire de manière responsable. Encore une fois, je le souligne, il ne faut pas qu'il y ait de vide sécuritaire qui serait fatal à ces populations. Mais les Nations Unies font l'objet de vives critiques au Congo, où de nombreuses personnes considèrent que les forces de maintien de la paix ne parviennent pas à prévenir la violence. Des dizaines de personnes ont été tuées lors de manifestations contre l'ONU l'année dernière. Tout le monde a été préoccupé par les violences intervenues lors des récentes manifestations. Il y a une préoccupation qui s'exprime de la part de beaucoup de nos interlocuteurs quant au discours de haine, au discours xénophobe, au discours misogyne, au discours de confrontation ethnique. Et bien sûr, il est essentiel de mettre fin à ces discours. La force de maintien de la paix des Nations Unies en RDC est présente dans le pays depuis 1999. Elle est l'une des plus importantes et des plus coûteuses au monde, avec un budget annuel d'environ 1 milliard de dollars. Elle compte environ 16 000 personnes en uniforme, principalement déployées dans l'est de la République démocratique du Congo. La Sierra Leone et l'Algérie ont été élus membres non permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies représentant le continent africain mardi. Le président de la Sierra Leone, Julius Maada Bio, a qualifié cette élection d'accomplissement générationnel. Il a ajouté qu'elle représentait un succès en tant que pays démocratique et pacifique de résilience qui avait réussi à passer de la guerre à la paix. Ayant obtenu la majorité requise des 2/3, le plus grand nombre de voix, l'Algérie, la Guyane, la République de Corée, la Sierra Leone et la Slovénie sont élus membres du Conseil de sécurité pour le mandat de 2 ans, commençant le 1er janvier 2024. Les 2 pays africains rejoindront l'Équateur, le Japon, Malte, le Mozambique et la Suisse en tant que membres non permanents du Conseil. Les nouveaux membres prendront leurs fonctions le 1er janvier et siégeront jusqu'au 31 décembre 2025. La forêt de Chakaola, près de la ville de Malindi au Kenya. Plus de 250 personnes, des fidèles de l'Église internationale de Bonne Nouvelle, avaient trouvé la mort ici en avril. Le site sera transformé en un lieu de mémoire. L'annonce a été faite mardi par le ministre kényan de l'Intérieur alors que débutait la 3e phase d'exhumation des victimes, au cours de laquelle 9 nouveaux corps ont été retrouvés. Le chef de la secte sera inculpé de génocide pour avoir convaincu ses adeptes de jeûner jusqu'à la mort afin de rencontrer Jésus. Au moins 35 autres personnes soupçonnées d'être impliquées dans ce drame ont été arrêtées, selon la police. L'affaire a ravivé le débat sur l'encadrement des cultes dans ce pays qui compte 4000 églises, selon des chiffres officiels. Le président kényan William Ruto a créé un groupe de travail chargé de l'examen du cadre légal et réglementaire régissant les organisations religieuses. Le comité mixte pour la préparation des lois électorales en Libye a annoncé mardi la réalisation d'un accord complet concernant un certain nombre de dossiers liés à la tenue des élections dans le pays lors d'une réunion à la station balnéaire de Bouznika au sud de Rabat. Le parlementaire Mouloud Al-Aswad a salué les efforts du Haut Conseil d'État et de la Chambre des représentants et espère que l'accord permettra de stabiliser le pays.
Nous sommes accordés sur les lois pour les scrutins législatifs et présidentiels avec l'ensemble des membres de la Commission et nous espérons que cette étape sera bénéfique pour la stabilité de la Libye. L'accord doit permettre l'organisation des élections législatives et présidentielles cette année. Selon le chef de la délégation du Haut Conseil d'État, les lois approuvées par la Commission permettent à tout citoyen de se présenter et n'excluent personne à la participation aux élections. Fatala Houssine, membre du Haut Conseil libyen, a qualifié l'accord de satisfaisant et juste. Le travail a été satisfaisant. Il a pris en considération les opinions de toutes les parties et a abouti à un consensus. Nous sommes très satisfaits et fiers de ce que nous avons réalisé pour le pays et le peuple libyen et nous sommes impatients de voir le peuple s'exprimer et exprimer sa volonté à travers les élections. Cette annonce amorce une percée dans le pays d'Afrique du Nord qui se remet difficilement des révolutions du printemps arabe et qui n'a pas connu d'élection depuis 2012. L'instabilité provoquée par les milices armées et les groupes radicaux ont miné le processus et le gouvernement depuis la mort de Mouammar Kadhafi.